Vous suivez la télévision Isanganiro. Bienvenue, chers téléspectateurs, à ce journal dont voici les principaux titres. Le taux d'occupation des prisons avoisinerait aujourd'hui à 417%. Cette annonce a été faite par la ministre de la Justice dans une rencontre avec les procureurs et les magistrats du pays. La ministre s'est montrée étonnée que ces chiffres fassent un bond chaque fois. Domine Banyangimbona a fait savoir que ce taux était de 400% il y a quelques mois, mais qu'il a été diminué jusqu'à 212% pour augmenter encore une fois. Vous aurez les détails au cours de ce journal et dans la suite des interviews que nous réalisons dans le cadre de la célébration du 21e anniversaire de la radio Isanganiro. Aujourd'hui, vous suivrez le président légal et le président et représentant légal de l'association Ijambo, propriétaire de la radio et télévision Isanganiro, qui indique que parmi les projets d'avenir figure la mobilisation des fonds nécessaires pour permettre à la radio Isanganiro de continuer à accomplir sa tâche. Tout de suite, les détails. Encore une fois, bienvenue, chers téléspectateurs. L'Organisation mondiale des douanes se dit satisfait du travail déjà abattu par les douanes du Burundi et la qualité des services rendus par ces dernières. Les propos sont de Léopold Kabura, commissaire général adjoint de l'Office burundais des recettes, lors de la clôture de la visite du secrétaire général de l'Organisation mondiale des douanes dans une conférence tenue ce vendredi. Selon lui, l'Organisation mondiale des douanes a fait savoir qu'elle va continuer à appuyer le Burundi à travers l'OBR pour une plus grande amélioration de la qualité des services. Suivez à ce propos Léopold Kabura. L'Organisation mondiale des douanes intervient dans la facilitation des échanges, surtout dans le renforcement des capacités et dans la modernisation des douanes. Une autre chose que l'Organisation mondiale des douanes fait, c'est qu'elle nous aide à chercher des partenaires qui puissent nous aider matériellement. Donc, il a déjà vu au cours de sa visite que les douanes burundaises utilisent les conseils donnés par l'OMD et il a vu que les douanes burundaises sont digitalisées. Et puis, il a promis de continuer à aider le Burundi en général et l'OBR en particulier. Une autre chose qu'il est venu faire, c'est de se rassurer, de voir la situation de la ratification de la Convention de Kyoto révisée. Il a vu que ça se trouve à un stade avancé, puisque le document se trouve à la primature et puis les procédures vont continuer. Les procédures de ratification de la Convention de Kyoto révisée. Je vous dirais en passant que la Convention de Kyoto révisée, c'est un outil qui va servir les douanes burundaises dans le travail de tous les jours. La loi anticorruption présente des lacunes et des incohérences. Cela ressort d'un atelier de restitution des résultats sur une étude menée par rapport à la proposition des pistes d'amendement dans le cadre du cadre légal anticorruption commandité par le LUCOM. Le président de l'UCOM, Gabriel Roussiri, reconnaît qu'il y a une volonté politique et de lutte contre
contre la corruption et trouve plutôt que l'acte devrait suivre la parole. Suivez-le. D'abord, on a parlé d'enrichissement illicite. On a parlé du branchement d'argent. Toutes ces insuffisances au niveau du cadre légal, ça a été prouvé qu'il sera très difficile de combattre la corruption aussi longtemps que ces insuffisances, ces imperfections ne sont pas comblées. Il n'y a aucune autorité. Depuis 2006, donc depuis la mise en place de la loi anticorruption, il n'y a aucune autorité qui a été sanctionnée par rapport à l'infraction de l'enrichissement illicite. Il n'y a aucune autorité qui a été déjà sanctionnée publiquement par rapport au branchement d'argent sale. Et pourtant, les lois sont là. Les autorités au plus haut sommet de l'État ne déclarent pas le patrimoine. Souvent, on nous parle qu'ils déclarent, mais qu'ils ne disent pas ce qu'ils ont déclaré. Quand ils vont déclarer, en principe, tous les citoyens doivent le savoir. Mais ce n'est pas dit. Donc, pour nous, il y a un grand problème au niveau des discours qui sont prononcés par les autorités et par rapport aux actes concrets. Petit problème technique, le procès prononcé en faveur du respect de la propriété de plus de 14 hectares du centre de formation professionnelle de Birimba dans la ville de Rumongue a été cassé et cette école n'en a pas eu écho il y a plus de 3 ans. Cette cassation a été annoncée ce mardi 14 novembre lors d'une réunion d'enquête sur le préavis de grève dernièrement sorti par les employés de cette école. Certains parmi les signataires de ce préavis trouvent qu'il subsiste toujours des zones d'ombre par rapport à cette décision. Ils réclament que cette dernière soit revue. Le point avec Jean-Pierre Misago. Alors qu'il croyait à un jugement coulé en force de choses jugées, décidant le respect des dimensions du centre de formation professionnelle de Birimba, rendu en juin 2018, les personnels de ce centre ont été surpris d'entendre ce 14 novembre courant que ce procès était cassé en mars 2020. Ils avaient même sorti un préavis de grève dénonçant l'inaction de l'administration provinciale, les mettant dans une situation d'insécurité, selon leur dire, un préavis dont les enquêtes sur ces auteurs faisaient objet de la réunion des autorités provinciales de Rumongue, accompagnées du procureur général près la cour d'appel de Bururi, dans les enceintes de ce centre. Pour certains de ces personnels, c'est incompréhensible que cette cassation leur soit communiquée plus de 3 ans après et après un rapport d'une commission provinciale sur cette question dans un contexte de préavis de grève qui n'aurait pas eu raison d'être si cette cassation leur avait été communiquée bien avant. Pour eux, cela mérite d'être clarifié. Malgré cela, les 32 signataires de ce préavis ont été interrogés au parquet de Rumongue ce 15 novembre courant et une amende de 50 000 francs burundais a été infligée à chacun de ces 32 signataires. Pour certains juristes de Rumongue, cela arrive lorsqu'il y a absence de diligence du côté de l'un des parties concernées. Ceux qui suivent de près ce dossier disent qu'il suffirait d'interroger les textes institués à ce centre pour vider définitivement ce différend. Merci à Jean-Pierre Misago pour ce reportage. Page justice pour continuer avec ce journal. Le taux d'occupation des prisons est aujourd'hui de 417%. Cette annonce a été faite ce vendredi par la ministre de la Justice dans une réunion, plutôt dans une rencontre avec les procureurs et les magistrats du pays. Dominabanya Hivona a fait en outre savoir que ce taux était de 400% il y a
quelques mois, mais qui a été revu à la hausse, plutôt qu'il a été diminué jusqu'à 212% pour augmenter encore une fois. La ministre Banyankimbona rappelle que ceux qui devraient faire objet d'emprisonnement sont ceux qui ont commis des crimes de sang, du viol et des crimes économiques. Le point avec Mireille Kanyenke. La population carcérale ishika kuri plus de 400%. Lors de cette rencontre de ce vendredi, la surpopulation carcérale a été l'une des principales préoccupations qui ont été soulevées. La ministre de la Justice, Domine Banyankimbona, a rappelé qu'il ne faut pas emprisonner des gens abusivement, revenant sur l'injonction du président burundais relatif aux infractions mineures ne pouvant pas faire objet d'emprisonnement. L'atteinte à la sécurité de l'État, cette infraction vient en premier lieu. L'autre infraction, c'est un crime de sang. L'autre qu'il ne faut pas négliger est le viol. Cela fait que la vie de la victime est fortement perturbée, surtout quand c'est un enfant. Ces jours-ci, à ces infractions, on a ajouté les crimes économiques. Ce qu'il ne faut pas oublier, ce sont des actes de corruption. La ministre Domine Banyankimbona met en outre en garde tout procureur qui emprisonne sans en parler à ses supérieurs. La mesure prise, à part ces infractions, tout procureur qui a un dossier et qui emprisonne quelqu'un sans avoir échangé avec ses supérieurs, ce sera pris comme une infraction, pris comme une contestation. Au cours de cette rencontre avec les magistrats et procureurs de la mairie de Bujumbura et des provinces Bujumbura, Bubanza, Cibitoke, Mwaro et Muramvya, Léonard Manirakiza, procureur général de la République, les a appelés à mettre en avant la loi quant à ce qui est de la détention préventive, référence faite aux articles 262, 327 et autres du Code de procédure pénale. Il faut éviter la solidarité négative, a-t-il renchéri. Je vous le disais en titre, la radio Isanganiro célèbre 21 année au service du public jusque ce samedi. Le président et représentant légal de l'association Ijambo, propriétaire de la radio-télévision Isanganiro, se dit content de voir que la ligne tracée par les fondateurs de la radio Isanganiro est restée la même. Nestor Ndikumana fait savoir que parmi les projets d'avenir figure la mobilisation des fonds nécessaires pour permettre à la radio Isanganiro d'accomplir la tâche qu'elle s'est assignée. Suivez-le. Voir que la ligne tracée par les fondateurs de la radio Isanganiro est restée la même actuellement 21 ans après la création de la radio Isanganiro. Il y a une spécialité que j'ai trouvée à Isanganiro, que je n'ai pas vue ailleurs. Parce qu'avant d'intégrer Isanganiro, je suis passé à la BP, je suis passé à la radio-télévision nationale du Burundi. Mais j'ai trouvé vraiment quelque chose de spécial qu'il faut consolider. Quand j'ai intégré Isanganiro en 2008, l'équipe qui était là encadre tout nouveau venu. Cet encadrement lui permet à celui qui arrive à comprendre la vision d'Isanganiro, la ligne éditoriale, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et cette façon de faire fait en sorte que les journalistes d'Isanganiro deviennent comme des jumeaux. Ils se ressemblent dans leur comportement, dans leur façon d'agir. Isanganiro, c'est une voie de toutes les tendances, promouvoir la démocratie, promouvoir la réconciliation, donner la parole à toutes les parties, les politiciens, l'opposition, la mouvance, la société civile, la population, les jeunes et les moins jeunes, les hommes et les femmes. Tout le monde trouve un espace Isanganiro pour débattre de toutes les questions
qui intéressent la vie du pays et Isanganiro restant neutre pour l'intérêt commun qui contribue au développement du pays. Je suis content actuellement que cette ligne directrice est restée. Elle a perduré à travers toutes les générations parce que les journalistes viennent, repartent et sont remplacés. Mais ceux qui remplacent ceux qui sont partis, en tout cas, ils ont gardé cette ligne directrice. Et tous les membres de l'association Jambon, nous saluons le travail qui est abattu par l'équipe de la radio-télévision Isanganiro. Cela Page musicale pour clôturer ce journal. 31 ans après la mort de l'artiste Nikiza David, ses chansons continuent à inspirer la nouvelle génération de musiciens burundais puisque son message était basé sur l'amour du prochain et de la patrie, le respect des droits de l'homme, et à la fin de sa carrière, il sort 4 albums gospel. Pour plus de précision, Christian Savier. Nikiza David, connu sous le pseudonyme de Niki Dev, était un artiste et musicien, chanteur, auteur, compositeur, interprète, qui est né sur la colline Shigiro à Vugizo en 1948. Il a fait ses études primaires à Ngagara quartier 2 et secondaires à l'école moyenne pédagogique de Kibimba, une école reconnue comme formateur de grands artistes. Puis à Bujumbura, à l'Athénée, où il a fait connaissance avec d'autres artistes burundais qui vont plus tard évoluer ensemble et construire leur carrière. Je t'attendrai là-bas dans cette Suisse africaine. En 1972, à cause de la guerre, il passe par le Congo pour rejoindre le Rwanda, où il continue la musique et fonde son orchestre The Fellows. Plus tard, il devient journaliste culturel sur les ondes de la radio Rwanda. Quelques années plus tard, il quitte le Rwanda et va à Nairobi, rencontre d'autres artistes burundais comme Africa Nova, Tula, Tanga, le frère de Kajani, et sort plusieurs tubes comme Shoredzinyange, Pamba Mayaya et Je t'attendrai là-bas, etc. Il regagne sa patrie, le Burundi en 1978, et connaît plusieurs succès et difficultés après avoir fondé l'orchestre Amabano. En 1984, il décide de changer de carrière et chante du gospel. Il sort 4 albums, chacun de 10 chansons, soit 40 chansons destinées au Seigneur. Il tombe malade et rend l'âme le 17 novembre 1992. Et voilà, c'est sur cette note musicale que nous clôturons ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur la télévision Isanganiro.